Si l'on regarde pourquoi les Européens sont prêts à accepter ces accords commerciaux désastreux, il ne serait pas surprenant qu'ils décident de conclure un accord avec le Groenland, en cédant certains territoires souverains pour y installer des bases américaines qui seraient exclusivement sous contrôle de l'UMRA. Tout cela est très probable. Et la raison, selon moi, est qu'après 80 ans, les Européens n'ont plus l'imagination politique nécessaire pour envisager quoi que ce soit qui n'implique pas le leadership américain. Je pense que toutes ces concessions massives qui vont à l'encontre des intérêts nationaux, affaiblissent l'Europe et la divisent, reposent sur l'hypothèse qu'en affichant ce genre de subordination, cette obéissance, ils gagneront, pour ainsi dire, l'affection de Washington et prouveront que l'alliance vaut encore la peine d'être maintenue. Je pense que ce que les dirigeants européens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un cadeau pour recoller les morceaux, pour sauver le mariage. C'est le règlement du divorce. Les États-Unis reconnaissent que l'alliance ne va pas durer. Les Européens n'ont pas grand-chose à offrir. Ils essayent de saisir ce qu'ils peuvent avant la fin et ils cèdent l'avantage stratégique. C'est vraiment étrange à observer. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que les Européens seraient capables de s'unir contre les États-Unis, car l'Europe a ses propres problèmes. Encore une fois, qu'est-ce que l'Europe? Vous avez ces 27 États membres dans l'UMLM4, et l'UMLM n'est plus capable d'apporter de réels avantages économiques, en partie à cause de sa subordination aux États-Unis, mais aussi en raison de son approche plus autoritaire, de l'abandon de l'État de droit et des sanctions infligées à ses propres citoyens, entre autres. Donc, je suis un peu sceptique quant à la capacité de l'Europe à tenir tête aux États-Unis. C'est trop simple. Trop facile de monter les Européens les uns contre les autres, à mon avis. Mais le véritable élément imprévisible ici, dans la montée de la Chine, est en réalité, enfin pas vraiment un élément imprévisible, mais ce qui a fondamentalement tout changé de mon point de vue, c'est le rôle de la Russie. Parce que je pense que les futurs historiens regarderont cela avec stupéfaction. Depuis Gorbatchev, la Russie poursuit cette idée d'une maison européenne commune. C'était leur objectif, s'intégrer à l'Occident. Même au début des années 1990, ils ont signé avec nous des accords visant à créer une architecture de sécurité pan-européenne. Cependant, comme les Russes étaient faibles, l'Occident a opté pour un système hégémonique, c'est-à-dire l'expansion de l'OTAN. Mais malgré cela, les Russes ont essayé. Boris Eltsine et Vladimir Poutine ont tous deux proposé d'adhérer à l'OTAN si celle-ci devait être l'organisation principale. En 2008, ils ont proposé une architecture de sécurité pan-européenne. En 2010, ils ont proposé une architecture de l'Union européenne. Et en 2013, la Russie et l'Ukraine ont proposé un accord trilatéral UR-Ukraine-Russie afin que nous puissions avoir une Europe commune plutôt que des lignes de division. Ils ont bien sûr rejeté cela. Et à la place, lorsqu'ils ont renversé le gouvernement en Ukraine, quelque chose de fondamentalement différent s'est produit en Russie. Pour la première fois depuis 300 ans, ils ont décidé que depuis Pierre le Grand, une politique étrangère centrée sur l'Occident n'était plus possible. Au lieu d'une grande Europe, il devait avoir une grande Eurasie, se tourner vers l'Est. Et justement à ce moment-là, en 2014, les Chinois commençaient à développer leur initiative des nouvelles routes de la soie. Ils créaient leur propre banque de développement et annonçaient des politiques industrielles très ambitieuses, avec la capacité et l'intention de contester la primauté économique des États-Unis. Donc, le fait que nous ayons fait cela à ce moment précis de l'histoire, pour moi, c'était la plus grande erreur possible. Je me demande simplement comment vous percevez la Russie dans ce contexte, car les Américains et les Européens semblent parier sur l'idée que nous pouvons revenir à une sorte de guerre froide.
où nous partagerions un intérêt commun avec les États-Unis pour contrebalancer les Russes. Mais les Américains semblent voir les choses autrement. Ils disent, eh bien, la Russie n'est pas un problème, ce n'est pas un adversaire. Pourquoi pousserions-nous les Russes à se rapprocher des Chinois? Ainsi, toute l'hypothèse européenne, selon laquelle il s'agit d'un sujet fédérateur, la haine de la Russie, semble être une erreur stratégique majeure, qui ignore, comme vous l'avez dit, la Chine. Oui, mon point de vue, encore une fois, je l'examine d'un point de vue historique. Si l'on considère les 75 dernières années, la Chine représente le changement le plus spectaculaire. Je veux dire, elle passe littéralement du statut de pays le plus peuplé du monde à celui sans doute du pays le plus pauvre du monde. Vous savez, nous avons tous grandi ici, aux États-Unis, ou du moins beaucoup d'entre nous, en lisant un roman d'une missionnaire américaine nommée Pearl Buck. Il s'intitulait « La terre chinoise ». Vous le connaissez peut-être. C'est une étude de la Chine réalisée, je crois, par des missionnaires américains partis là-bas pour répandre le christianisme et tout ce qui s'y rattache. Mais c'est un livre qui décrit un niveau de pauvreté qui, pour la plupart des Américains, est devenu l'image même de la Chine. L'exemple ultime de la misère absolue. Ensuite, ils ont fait une révolution. Et cette révolution avait pour objectif de les sortir de la pauvreté terrible dans laquelle ils se trouvaient, c'est ainsi que les Américains le comprennent, et de les transformer en une économie moderne. Et ils l'ont fait. Ils sont allés plus loin, plus vite que tout autre développement économique dont nous ayons trace, surpassant largement l'Europe ou l'Amérique en matière de croissance du PIB par habitant, quelle que soit la manière dont on la mesure. Et j'ai effectué toutes ces mesures. Les Chinois se sont donc transformés, premièrement. Deuxièmement, les Russes, comme vous l'avez justement souligné, se sont eux aussi transformés. Ils se sont transformés doublement, comme vous l'avez décrit, du tournant européen de Pierre le Grand à la réorientation sans équivoque de M. Poutine vers l'Est. Mais ils ont également traversé une révolution communiste en 1917 et une contre-révolution en 1989. Impressionnant. Ils ont fondamentalement remis en question, contesté et modifié leur orientation. Mais qui ne l'a pas fait? L'Europe et l'Occident. Ils n'ont rien fait de tel. Ils n'ont connu aucun changement comparable à ce genre de transformation. Ils suivent la même trajectoire. L'Europe a utilisé, si je puis me permettre, le nationalisme pour sortir du féodalisme, pour prendre le Saint-Empire romain germanique, qui était une immense entité, et le morceler en nations distinctes finalement. La construction des nations et la transition vers le capitalisme sont si étroitement liées qu'il n'est pas si surprenant, n'est-ce pas, que les Européens, encore aujourd'hui, soient si profondément attachés au récit nationaliste, à l'importance d'être hongrois plutôt que slovaque ou polonais plutôt que lituanien. Enfin, bon sang, c'est comme si les Américains étaient vraiment enthousiastes à l'idée d'être du New Jersey plutôt que du Wisconsin. Les Américains trouveraient cela ridicule, non? Et les États-Unis représentent l'aboutissement ultime de cette histoire du nationalisme, la conviction d'avoir littéralement hérité la décision divine de favoriser le pays. C'est la destinée manifeste des États-Unis d'être l'hégémon mondial. Ils n'ont rien changé. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est bien que la plus grande erreur que l'on puisse commettre consiste à supposer que les conditions ayant permis à une stratégie de fonctionner à un moment donné doivent être conservées, car elles seraient tout aussi efficaces plus tard. Cela n'est jamais vrai. Ce qui est vrai, c'est que si vous essayez, vous échouerez. Si vous ne vous posez pas de questions fondamentales, vous échouerez à trouver la réponse. La question que vous refusez d'affronter ne disparaît pas parce que vous refusez de l'affronter. Elle est là, et cet échec reviendra vous hanter. Il me semble que le nationalisme,
qui, soit dit en passant, n'est pas seulement un problème en Europe. C'est aussi un problème ici, aux États-Unis. Il prend une forme différente ici parce que nous ne formons qu'un seul pays, mais cela signifie que le reste du monde existe à peine pour nous. C'est pourquoi les luttes internes aux États-Unis sont au fond ce qui va transformer ce pays, parce que nous ne laissons pas les affaires mondiales nous façonner. Le président qui nous met dans l'embarras parce qu'il ne parvient pas à se souvenir qu'il y a une différence entre l'Islande et le Groenland, ou 1000 autres variantes de cette ignorance, c'est un phénomène typiquement américain. La plupart des Américains n'ont aucune idée d'où se trouve l'Ukraine, encore moins de ce qu'elle est. Aucune idée. C'est une guerre que les États-Unis mènent non seulement par procuration, mais au-delà même de la procuration des Européens et des malheureux Ukrainiens. Toute l'idée de cette guerre est une mise en scène façonnée par les médias d'ici, dirigée par les politiciens et les universitaires qui, à leur honte éternelle, s'y prêtent. Ce sont des pièces morales où le bien affronte le mal, avec à peu près autant de réalisme que l'histoire enfantine racontée à un enfant au début de son éducation chrétienne, lorsqu'il a 6 ans. Nous ne grandissons jamais. Et ce refus de remettre en question et de changer, c'est pour cela que les Russes et les Chinois sont dans une position infiniment meilleure. D'ailleurs, le temps joue en leur faveur, et ils le savent. Les gens se demandent pourquoi. Trump fait tout cela, tandis que M. Xi Jinping parle très peu, et que M. Poutine parle même relativement peu. À mon avis, ils se parlent chaque soir, incrédules devant l'autodestruction de l'Occident. Ils n'ont pas besoin d'intervenir. L'Occident fait très bien le travail tout seul. The West is doing a fine job all by itself.